Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Alors j'ai un petit peu effectivement changé le sujet. On reste sur la canopée, sur ces différentes thématiques, mais vous allez voir que ma présentation va faire écho à beaucoup de choses qu'on a vues aujourd'hui. Alors peut-être les montrer en application concrète et en faire une certaine synthèse, puisque je vais vous parler effectivement du bénéfice qu'on peut tirer effectivement d'une stratégie de développement de la canopée à l'échelle d'un territoire et comment ça nécessite effectivement de faire évoluer un petit peu les regards que l'on a sur nos pratiques et faire évoluer également les techniques qui sont utilisées. Alors très rapidement, la métropole de Lyon, c'est une agglomération qui regroupe 59 communes, une population d'1,4 million habitants. Et nous intervenons à peu près, c'est vraiment des chiffres à la louche, sur à peu près 300 000 arbres sur ce territoire, 100 000 arbres qui sont des arbres d'alignement, 100 000 arbres qui sont situés dans des parcs ou des propriétés privées des collèges de la métropole, et puis 100 000 arbres qui sont dans des bois et des forêts. Vous verrez, ce chiffre a une importance assez intéressante quand on réfléchit effectivement à une stratégie de développement de la canopée à l'échelle d'une ville. Alors, sans revenir effectivement sur tous les aspects historiques qu'on a vus ce matin avec Chantal, moi je voudrais juste insister sur quelque chose qui n'a pas été dit ce matin. On a parlé beaucoup effectivement des politiques de développement de l'arbre en ville au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe notamment, par rapport à des critères esthétiques. On parle beaucoup des efforts d'embellissement du Second Empire en France. Les travaux de théorisation de la renaturation de la ville à Paris ayant conduit à une mondialisation un petit peu de ces pratiques de création de parcs et d'alignement. Ce qu'on dit moins, c'est quelles étaient les justifications derrière ces plantations massives des villes. Et quand on relit les traités de M. Alphand ou d'Édouard André qui expliquent effectivement cette stratégie, on s'aperçoit qu'on parle explicitement des services rendus par les arbres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, on parle des services rendus par les arbres. Et quand on parle des services, on parle d'améliorer la qualité de l'air, on parle d'ombrager et de rafraîchir, on parle de bien-être et de santé. Ces arguments-là, c'est les arguments qui sont mis en avant bien avant les questions d'esthétique et d'embellissement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. La justification de plantation systématique des villes, c'était justement, effectivement, ces questions de qualité environnementale. Alors, malheureusement, au XXe siècle, les choses se compliquent pour les arbres. On le voyait dans les petits dessins de Pauline sur la vision de la ville du futur. La ville du futur, c'était une ville tournée sur la voiture, sur les réseaux, sur une vision fonctionnelle et utilitariste. Et l'arbre, là-dedans, il n'a plus beaucoup de place. Il perd à la fois sa valeur, et avec la perte de cette valeur, arrive une perte de connaissances. On perd ces connaissances qu'on avait acquises au XVIIIe, XIXe siècle sur l'arboriculture, et on retombe effectivement dans des travers. Ce qui explique que pratiquement la majorité des arbres plantés dans les 30 Glorieuses, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, ont presque tous disparu, alors que dans nos villes, les arbres plantés au XIXe sont toujours des vestiges effectivement de la qualité de la plantation qui était réalisée au XIXe siècle. Alors, à Lyon, comme dans beaucoup de villes, c'est à partir des années 90, vous voyez que je fais un effort pour essayer de parler belge, c'est à partir de cette période qu'on a commencé enfin à prendre conscience des enjeux environnementaux. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ce n'est pas la technocratie, ce n'est pas les décideurs politiques qui ont eu cette clairvoyance, c'est les habitants, c'est les associations qui se sont mobilisées pour dire au pouvoir public, la ville fonctionnelle dont vous avez rêvé, elle est invivable, elle est polluée, elle est répulsive, et on veut effectivement que notre cadre de vie soit pris en compte. Donc on a commencé à travailler sur les questions d'écologie urbaine, et puis on a centré un petit peu notre travail sur l'arboriculture et sur l'arbre en ville, avec des chartes de l'arbre, pour deux raisons. D'une part, parce que l'arbre, c'est un petit peu une valeur de symbole du retour de la nature dans la ville et de cette réconciliation de la nature et de la ville. Et puis, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, l'arbre, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'il impose effectivement une réflexion sur le temps long. Et dans les politiques publiques, ce qui manque souvent, c'est justement une vision à long terme. Et donc, l'idée d'avoir
d'engager une réflexion sur l'arbre, ça impose effectivement de se poser la question sur le devenir de la ville à long terme. C'était des choses qui, pour nous, étaient véritablement essentielles. Et cette charte de l'arbre, elle s'est bâtie autour de cette redécouverte des services écosystémiques rendus par les arbres pour des questions sociales, sanitaires, économiques et environnementales. Et parmi ces enjeux environnementaux, celui qui nous semble aujourd'hui le plus important, parce que peut-être le plus préoccupant, c'est la question des changements climatiques. On a travaillé depuis une quinzaine d'années sur la vulnérabilité du territoire par rapport au changement climatique. C'est le petit graphique qui est en haut à gauche. Et ce qui ressort de toutes les études, c'est que la principale vulnérabilité de notre territoire par rapport à ces changements, ce sont les risques sanitaires pour les populations, notamment liés aux vagues de chaleur estivales. On a à Lyon un climat un peu continental avec classiquement des échets qui peuvent être très chauds, des températures estivales qui peuvent dépasser 40 degrés. On nous annonce d'ici la fin du siècle des températures qui pourront dépasser 50 degrés. Et vous voyez avec ce petit schéma un petit peu le trajet qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que sur le schéma d'évolution climatique actuelle, en 2050, l'été à Lyon, il fera les températures de Madrid, et en 2100, on devrait être aux températures du sud d'Alger en été. Alors c'est le sud d'Alger, c'est loin de la mer, et la mer n'aura pas encore remonté jusqu'à Lyon parce que les océans n'auront pas remonté suffisamment. Mais donc effectivement, des questions très importantes. La canicule qu'on a eue en 2003 a fait de Lyon un des champions en termes de mortalité. On a eu plus 80% de mortalité par rapport à une année normale. La canicule de 2003 en France, c'était 20 000 morts. C'est des choses qu'il faut véritablement voir. On parlait tout à l'heure de populations de plus en plus urbaines. Un autre phénomène, c'est que les populations sont de plus en plus vieilles également, donc de plus en plus sensibles effectivement à ces questions. Alors, nous avons donc travaillé au niveau de la métropole sur l'adoption d'un volet adaptation de notre plan climat. Le plan climat, il avait beaucoup travaillé sur la question de la réduction de la production de gaz à effet de serre pour participer à cet effort de limitation de l'emballement du climat. Mais aujourd'hui, on sait que malgré les efforts qui sont engagés, le climat change et il faut s'adapter. Donc la stratégie d'adaptation, elle porte sur différents axes. Et notamment, moi je vais me concentrer sur la lutte contre les îlots de chaleur urbains, sur lesquels on travaille notamment avec cette réflexion sur la canopée. Alors, l'îlot de chaleur urbain, c'est quelque chose qui est connu depuis maintenant une cinquantaine d'années. C'est le fait effectivement que les villes sont très minérales, sont très imperméables, et que toute cette minéralité accumule la chaleur pendant la journée, et cette chaleur se diffuse la nuit. Ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes pour avoir du refroidissement, du rafraîchissement nocturne. On voit effectivement, il y a toute une série de mesures de modélisation effectivement de cet îlot de chaleur. C'est plus quelque chose qui est à démontrer. On sait à Lyon, par exemple, que toute l'année, on a entre 2 et 4 degrés d'écart entre le centre et la périphérie. Et quand on est en période de canicule sur une pleine nuit, on peut aller jusqu'à 11 degrés d'écart entre le centre et la périphérie. Et les problèmes sanitaires pour les populations, c'est ces 11 degrés d'écart la nuit. Et quels sont les leviers pour lutter contre cet effet d'îlot de chaleur, puisqu'on ne peut pas empêcher les métropoles d'exister, on ne va pas détruire les villes denses historiques. On a plusieurs leviers, travailler sur l'albédo, la colorimétrie des matériaux, travailler sur la perméabilité et le cycle de l'eau en ville, mais le levier le plus intéressant en termes de lutte contre l'îlot de chaleur urbain, c'est le végétal, et notamment l'arbre, effectivement, qui apporte beaucoup de solutions en termes de bioclimatique urbaine. Alors donc on s'est intéressé à la canopée, et puis on a utilisé la technique LIDAR couplée à des infrarouges pour évaluer notre canopée. Et donc on a découvert des chiffres, une autre vision des choses. 27% du territoire, c'est le taux de canopée de notre agglomération. Donc ça représente à peu près 3 millions d'arbres. Donc c'est pas mal, 2 arbres par habitant, on peut dire que c'est un ratio qui est honnête. Mais cette analyse, elle nous a posé 2 principales questions. La première, c'est de se dire, mais finalement, je vous ai dit au départ qu'on avait 300 000 arbres. 300 000 arbres, c'est 10% des 3 millions.
Et les 59 communes qui sont là, elles ont aussi des compétences, des parcs et des jardins. Elles ont à peu près 10% également de la canopée. Ça veut dire que 80% de la canopée, elle est privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'exemplarité de l'action publique qui va changer les choses. C'est-à-dire que moi, si je double mon patrimoine, est-ce que ça va vraiment avoir une incidence sur la qualité de vie, sur la santé des habitants? C'est une vraie question. Et de là, on s'est dit, il faut vraiment changer de logiciel. Il ne faut pas raisonner à l'échelle de l'institution, il faut vraiment raisonner à l'échelle du territoire. Ce qui veut dire que nous, on doit changer de posture. On ne doit pas être seulement des faisans, on doit être des incitateurs, on doit être des accompagnateurs, des facilitateurs, pour faire en sorte que tous les acteurs, publics, privés, associatifs, prennent conscience de ces enjeux et agissent dans ce travail collectif. La deuxième chose dont on a pris conscience avec ça, c'est qu'il y avait une très forte hétérogénéité de la répartition de cette canopée. On va de communes qui ont 9% de canopée jusqu'à une commune record où il y a 65% de surface de canopée. Et vous voyez finalement qu'il y a une vraie fracture territoriale entre l'ouest et l'est de la métropole, pour des raisons historiques, géographiques, topographiques, qu'on pourrait analyser. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si on croise ça avec d'autres cartes thématiques sur des questions de santé, sur des questions sociales, sur des questions environnementales, on s'aperçoit que même si ce serait un petit peu présomptueux d'affirmer qu'il y a des corrélations entre tous ces facteurs, il y a ce qu'on peut appeler des boucles relationnelles. Tout ça, c'est relié, et finalement, la carence en canopée, elle a aussi une incidence sur l'espérance de vie et sur la qualité de vie des habitants. À partir de là, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, ça pose des questions à nos décideurs politiques de dire, sachant ça, comment on agit au nom d'une équité environnementale, comment on est capable de cibler des investissements, cibler des portages d'actions pour garantir un meilleur équilibre, une meilleure équité de la population face à cette répartition de la canopée. Alors, la stratégie développée, elle est un peu tous azimuts, elle essaye d'associer tous les acteurs, elle travaille à toutes les échelles. Une des échelles la plus importante, c'est l'échelle de la planification urbaine, puisque ces 80% d'arbres privés, ils existent et il faut les protéger. Et pour les protéger, il faut convaincre les propriétaires de les conserver. Mais ça doit descendre jusqu'à toutes les échelles, la petite échelle. L'idée, c'est de se dire, à chaque fois qu'on fait un projet public ou privé, même de quelques mètres carrés, c'est une occasion de se poser la question de la désimperméabilisation de la ville, de la renaturation et de l'ombrage. Comment on prend ça en compte à toutes les échelles, dans tous les projets? L'autre objectif aussi, c'est de se dire, quand on parle de canopée, c'est une vision, encore une fois, arbre, symbole du retour de la nature en ville, et c'est toute la biodiversité qui est appelée à accompagner le retour de la nature en ville, et pour ça, il faut travailler sur toutes les strates de végétation, y compris sur le bâtiment, l'arbre étant un petit peu la figure de proue de ce dispositif. Et puis, pour conclure, on a essayé de proposer aux élus des objectifs, effectivement, pour se donner une piste. Et donc, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'atteindre 30% de surface de canopée en 2030. C'est des chiffres faciles à retenir pour les élus. Et pour ça... oui. Et pour ça, effectivement, deux choses sont essentielles. C'est comment on maintient la forêt urbaine existante. Donc on a beaucoup travaillé sur la révision de notre plan local d'urbanisme. On a réussi à imposer 2000 hectares de surface arborée supplémentaires qui sont protégés. Donc ça fait plus de 10 000 hectares de surface arborée privée qui sont protégés dans le plan d'urbanisme. Donc c'est quelque chose vraiment de très important de travailler sur cette dimension-là, parce que les arbres qu'on plante aujourd'hui, effectivement, il faudra attendre 10, 20 ans pour qu'ils aient véritablement une efficacité climatique. Donc à court terme, effectivement, la conservation de l'existence, c'est la priorité. Et puis après, l'idée, effectivement, c'est d'organiser avec tous ces acteurs publics, privés, associatifs, la plantation d'au moins 300 000 arbres sur le territoire. Pour nous, c'est le minimum qu'il faudrait atteindre pour véritablement commencer à sentir des actions en termes de bioclimatique et de confort de vie en ville. Alors, ce plan canopée, il se développe sur 4 axes, 25 actions. Je ne pourrais pas vous le décliner, parce qu'on ne me laisserait pas le temps de le faire.
Et je vais juste décliner quelques éléments de réflexion que l'on a autour des aspects un petit peu prospectifs, et notamment sur les questions effectivement de l'amélioration des connaissances. Parce que pour développer cette canopée, on a beaucoup d'enjeux effectivement de transformation du milieu, et notamment de la ville déjà construite. Et pour ça, ça pose beaucoup de questions sur la manière de concevoir l'aménagement urbain. Alors, on a 3 thèmes sur lesquels on travaille de manière un petit peu prioritaire. Le premier, c'est effectivement la question de la fertilité du sol pour développer la canopée urbaine. Le deuxième, c'est le lien entre la canopée et le cycle de l'eau. Et le troisième, c'est le lien entre la canopée et le changement climatique. Alors, sur le premier thème, c'est un petit peu lent, tac. Je pense que c'est important de revenir, parce qu'en fait, on fait des choses parfois sans savoir pourquoi on les fait. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, ben voilà, quand on veut faire des plantations, on achète de la terre végétale et on la met dans un trou. Bon, je ne me suis pas tellement posé beaucoup plus de questions. C'est un modèle qui est très ancien, puisque vous voyez ici la réalisation du parc des Buttes-Chaumont à Paris. C'était une ancienne carrière de gypse qui avait été transformée en décharge publique. Et en 1850, on a décidé de le transformer en parc public de 25 hectares. Et pour réaliser ce parc, les sols étaient complètement stériles. Et du coup, il a fallu amener de la terre. Et ça tombait bien parce qu'il y avait l'urbanisation de la plaine Saint-Denis au nord de Paris. Alors on a créé un petit système de wagonnets pour amener toute la terre des zones maraîchères du nord de Paris dans le centre de Paris au Buttes-Chaumont. Et 200 000 m3 de terre ont ainsi voyagé pour permettre de réaliser un parc public sur cette ancienne carrière. Et finalement, ce modèle-là, qui est un modèle consumériste lié à l'étalement urbain, c'est le modèle qu'on a encore aujourd'hui beaucoup dans une majorité des grandes villes. Il y a un marché de la terre végétale qui est lié à l'étalement urbain. La ville se développe en consommant des espaces naturels et agricoles autour d'elle. Une bonne majorité de cette terre est gaspillée et une petite partie est récupérée, valorisée pour faire des espaces verts urbains. C'est le modèle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais ce modèle, il est en train de s'effondrer parce qu'enfin, on prend conscience que les sols naturels ne sont pas une ressource renouvelable. Pour faire 1 centimètre de sol, on estime qu'il faut 1 siècle à peu près dans un milieu naturel. Donc pour faire 30 cm la hauteur d'un horizon de labour, c'est 3000 ans. Donc effectivement, comment on fait pour ne pas dilapider ce capital de fertilité, de puits de carbone, nourricier qui est autour des villes. Et donc on met en place des politiques de sanctuarisation des espaces naturels autour des villes. C'est le cas à Lyon. On a mis en place tout un programme pour empêcher toute urbanisation sur les espaces naturels et agricoles autour de la ville. Ce qui conduit quand même à une baisse de l'offre en matière de terre, puisqu'on urbanise de moins en moins. Et puis de l'autre, on reconstruit la ville sur elle-même, ça semble tellement évident. Mais pour que cette ville soit agréable à vivre pour les habitants, il faut qu'elle soit beaucoup plus verte. Et donc, effectivement, on a des objectifs de renaturation très importants. Mais vous voyez que quand on part de ça, pour faire des plantations, il faut une ressource fertile qui n'existe plus puisque les sols ont été détruits par l'urbanisation. Et donc, ce qui arrive, c'est ce qu'on voit ici, c'est une inversion qui est en cours de réalisation entre l'offre et la demande. Historiquement, l'offre de terre a toujours été bien plus importante que les besoins de création de parcs et de jardins. Demain, c'est le contraire. Et donc, la question, c'est de savoir comment on fait pour sortir de ce système et inventer de nouvelles techniques pour continuer à renaturer la ville. Vous voyez ici le quartier du Confluent qui est situé au sud de Lyon. Il est baptisé écoquartier. Je ne sais pas si vous connaissez cette démarche, c'est un quartier écologique. On a calculé que pour réaliser les espaces verts sur l'ensemble de cette opération, il fallait 300 000 m3 de terre, puisqu'on est sur d'anciens terrains de remblais, industriels, etc. 300 000 m3 de terre, si on prend l'horizon de la bourse, ça veut dire détruire 100 hectares de terrain naturel. La question, c'est est-ce que pour faire un écoquartier, il faut faire abstraction de l'impact que ça a sur le milieu naturel. Et donc, à partir de là, on s'est dit qu'il faut véritablement que l'on mette en place une stratégie pour
trouver d'autres solutions. Donc, la première, c'est effectivement de travailler sur la connaissance du sol. Dès qu'on fait une opération, on a systématisé maintenant depuis une vingtaine d'années un travail sur la caractérisation pédologique des sols, et pas que par des analyses, par des jolies fosses pédologiques, pour savoir de quoi on parle et pour voir quelles ressources peut être valorisées, comment on peut adapter le projet en termes de géométrie, comment on peut aussi l'adapter en termes de conception et de palette végétale. Souvent, on a un travail de concepteur qui dessine quelque chose qui font atterrir sur n'importe quel territoire. Un projet, c'est d'abord une géographie. On a parlé du génie du lieu. Le génie du lieu, il commence par le sol. Malheureusement, beaucoup de concepteurs ne font abstraction effectivement de ces questions et vont choisir n'importe quelle palette végétale sans connaître effectivement l'aptitude du sol. Donc la première chose, effectivement, c'était véritablement d'imposer cette systématisation de la connaissance du sol pour pouvoir définir quels sont les objectifs de valorisation du sol en place, d'adaptation, voire de besoin de matériaux. Le deuxième axe de la stratégie, c'est de dire on a des opérations qui sont déficitaires autour des villes, et puis on a d'autres qui sont excédentaires. Comment on peut mettre en relation ces opérations pour faire en sorte de créer une sorte de bourse de matériaux pour mutualiser effectivement entre les opérations déficitaires et les opérations excédentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui, théoriquement, est super, pratiquement beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il y a des problèmes de temporalité, des problèmes d'équipes de projet qui ne travaillent pas forcément ensemble, etc. Donc même à l'intérieur d'une collectivité, c'est quelque chose, on arrive à le faire parfois, vous voyez, des excédents sur une opération qui vont permettre d'en réaliser une autre, mais ça demande souvent d'avoir des surfaces pour faire des stocks tampons, pour pouvoir gérer cette ressource. Et puis, si on réfléchit de manière un peu prospective, on a analysé les programmes d'opérations sur les 10 prochaines années, et la somme des opérations déficitaires est largement plus importante que la somme des opérations excédentaires en sol fertile, et donc il faut bien trouver d'autres solutions. Donc parmi ces solutions, effectivement, c'est l'idée de recréer des substrats fertiles à partir de sous-produits de l'activité urbaine. Alors on s'est inspiré du travail qui avait été fait sur Citer, sauf qu'on se dit qu'on peut parfois partir de matériaux qui sont un peu moins ultimes, et en travaillant sur des limons profonds qu'on récupère quand on fait des bassins d'assainissement ou des parkings ou des tunnels, on a une matière qui d'un point de vue physique et chimique est tout à fait intéressante, sauf qu'elle n'a pas de vie biologique, il n'y a pas de matière organique, mais on peut tout à fait travailler sur... bon, j'arrête là alors. Sur leur amélioration. Donc on a tout un travail sur la génération de terres fertiles avec des groupements d'entreprises qui nous suivent là-dedans. Et puis le quatrième axe de travail, c'est de travailler sur l'amélioration de la fertilité des sols en place. Plutôt que d'avoir à déplacer des sols parce qu'ils ne sont pas exactement comme on voudrait qu'ils soient, est-ce qu'on peut les retravailler en place pour éviter tous ces mouvements de camions? Et donc là, il y a des techniques de génie écologique qui permettent d'envisager effectivement de refertiliser des sols sans avoir besoin de les bouger. Et l'idée de cette stratégie, c'est, dans les 10 ans, de ne plus utiliser 1 gramme de terre issue de terrain naturel pour réaliser l'ambition de renaturation de la ville. Alors, très rapidement, parce que j'ai plus de temps, je vais quand même vous parler un petit peu de la question de l'eau, parce que c'est quelque chose aussi qui est essentiel pour développer les plantations urbaines. Longtemps, l'eau, ça a été considéré comme un risque. Il y avait des épidémies, des inondations, et donc on les a mis dans des tuyaux et on les a évacués. Aujourd'hui, l'idée, c'est de considérer que l'eau, c'est une ressource et qu'elle permet d'améliorer la qualité paysagère des espaces, qu'elle permet aussi d'améliorer la biodiversité, le confort des plantes, et puis d'apporter des solutions en termes de rafraîchissement urbain. Donc, le plan d'urbanisme de la métropole de Lyon a beaucoup travaillé là-dessus et impose la gestion de l'eau à la parcelle sur tout le domaine privé. Et comme on l'a imposé au domaine privé, on s'est dit il faut qu'on se l'impose aussi sur nos propres opérations. Donc toutes les opérations d'aménagement de la métropole, que ce soit sur des routes, des places, etc., doivent gérer l'eau de manière alternative par justement toute une série de techniques qu'on a développées. Alors on a parlé un petit peu ce matin de la technique de Stockholm, qu'il ne faut pas confondre avec le syndrome de Stockholm. Je n'aurai pas le temps de détailler, malheureusement. Peut-être que Anne le fera demain, parce qu'elle aura peut-être un peu plus de temps. Mais c'est une technique qui est très intéressante. On va voir ici une place entièrement minérale. Toute l'eau de pluie est gérée par
une fosse d'arbre. La fosse d'arbre est continue, elle fait 3500 m² sur 1 mètre de profondeur. Et les arbres sont plantés dans ce sol continu en mélange terre-pierre qui offre à la fois l'importance pour les exigences de voirie, la gestion alternative de l'eau et un milieu quand même favorable au développement des arbres dans un site très contraint en plein cœur de ville. Alors, pour terminer, le dernier axe, la question effectivement du lien entre canopée et adaptation au changement climatique. Il y a un sujet que je ne pourrais pas traiter, c'est la question de l'évolution des palettes végétales. C'est au cœur de cette préoccupation-là, mais le temps ne me permet pas d'en parler. Mais je vais vous parler d'une expérimentation assez intéressante sur le pouvoir rafraîchissant des arbres. La rue Garibaldi, c'est une rue qu'on a requalifiée, vous voyez son état avant, et l'idée du projet, c'est de travailler sur les différents leviers de l'adaptation au changement climatique et de la lutte contre l'îlot de chaleur. Donc on travaille à la fois sur la colorimétrie des matériaux, avec des matériaux clairs qui accumulent moins de chaleur. On travaille sur la gestion alternative de l'eau, qui est récupérée notamment dans des bandes plantées. On travaille sur l'intensification de la végétation, avec différentes strates de végétation. On travaille sur une palette végétale adaptée aussi à ces questions de changement climatique. On travaille aussi sur la conservation d'une ancienne génération d'arbres qui est mixtée avec le rajout d'une nouvelle génération d'arbres, ce qui nous impose de sortir d'un schéma régulier de plantation régulière. C'est un débat qu'il faudra avoir sur la question de la valeur historique des allées d'arbres. Pour moi, les plantations urbaines résilientes de demain, elles s'apparentent plus à la futée jardinée qu'à la futée régulière. C'est plutôt en mixant différentes générations d'arbres et différentes espèces qu'on peut espérer sortir des problèmes de monoculture qui conduisent, avec la grille du frêne ou le chanco coloré, à des désastres. Et donc, on a fait tout un travail pour mesurer l'impact de ce projet sur la température, et on s'aperçoit effectivement qu'on a un gain entre 1,8 et 2,3 degrés d'écart de température en valeur absolue. Mais si on est en température ressentie quand on est sur le site, on est plutôt sur 9 à 10 degrés en termes de température ressentie. Alors ici, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on avait une ancienne trémie, un ancien souterrain, qui a été transformé en bassin pour stocker de l'eau pluviale. Et l'idée, c'est d'utiliser cette eau pour l'irrigation des arbres. Pas pour l'irrigation des arbres pour pas qu'ils meurent, mais pour l'irrigation des arbres dans le but de booster l'évapotranspiration. Vous savez que quand un arbre, quand il y a une canicule, une vague de chaleur, souvent ça coïncide avec une sécheresse. Et les végétaux, pour se protéger, ils arrêtent de transpirer puisqu'il n'y a plus d'eau dans le sol. Et donc, quand on a la période de canicule, qu'on aurait le plus besoin d'avoir l'effet rafraîchissant des arbres, on a l'ombre, mais on n'a plus l'évapotranspiration. Donc l'idée, c'est de dire, si cette eau stockée, on l'utilise pour faire de l'irrigation massive pendant seulement les périodes de canicule, est-ce qu'on va avoir relancé l'évapotranspiration? Est-ce qu'on va avoir un gain climatique? Alors, donc, on a, dans le cadre d'un programme européen, mis en place toute une série de capteurs thermométriques, micro-dendrométriques, tensiométriques, pour mesurer effectivement l'eau dans le sol et l'impact effectivement de ces changements. Et cette année, on a eu une année assez extraordinaire avec 2 belles canicules qui nous ont permis effectivement de voir que effectivement l'irrigation des arbres avec cette eau de pluie stockée en période de canicule a eu une incidence effectivement sur le comportement des arbres qui ont pu continuer ou reprendre leur évapotranspiration avec un gain supplémentaire de température qu'on estime aujourd'hui entre 0,5 et 1 degré. Alors, vous allez dire, ça semble pas grand-chose, mais il y a une étude de l'INSERM qui avait été faite après la canicule de 2003 et qui avait montré que pendant la canicule, si pendant la nuit, il y avait eu 1 degré de température de moins, il y aurait eu 27% des mortalités qui auraient été évitées. Donc ces questions-là, vous voyez que c'est des nouvelles ouvertures techniques dont on peut se poser pour faire de l'arbre véritablement une solution pour travailler sur la résilience de la ville. Je vous remercie de votre attention.